s'il n'y avait pas eu un boycott, il est évident que le taux de participation serait monté. Il est aussi évident que les adversaires, les autres candidats auraient obtenu plus de voix. Et puis, il n'est pas exclu de penser, comme eux aussi l'ont pensé, ces candidats-là, notamment Jean-Luc Billon, qui pouvait incarner un plan B, qu'il pouvait obtenir, contraindre le candidat du RHDP à un second tour. Et ils y ont cru, ils ont pensé que les électeurs étaient suffisamment libres et non rédevables aux partis politiques et qu'ils auraient pu défier les appels au boycott, le fait qu'ils ne se sentent pas concernés, que les partis politiques ne se sentent pas concernés, et aller arracher, aller créer une victoire qui ne leur aura pas été demandée. Et finalement, ce miracle-là, il n'a pas eu lieu. Très bien. M. Kane Ismaël? Bon, moi je dirais qu'effectivement, le fait de boycotter, bon, ne pas que les élections aient lieu, mais finalement les élections ont eu lieu hier, nous autres, on priait pour que les élections se passent ou bien se déroulent normalement. S'il n'y avait pas une frange des acteurs, je crois bien que le taux de participation allait vraiment être très élevé. Et puis on allait se sentir vraiment concerné pour la décision de choisir l'homme capable de diriger son pays. Bon, c'est un choix, comme nous sommes en démocratie, c'est leur choix. Ils ont pris leur choix de ne pas participer au processus. Ceux qui ont participé aujourd'hui, peut-être jusqu'en lundi, ils auront leurs résultats. Et donc, pour nous, voilà, c'était vraiment intéressant que tout le monde y participe. Voilà. Très bien. M. Billet? Oui, naturellement, le boycott va jouer un tout petit peu quand même sur le taux de participation parce que le PPACI, le PDCI sont quand même deux grands morceaux qui, avec le RHDP, auraient vraiment fait monter le taux de participation. Donc, le boycott que le PPACI et le PDCI ont donc initié va naturellement jouer sur le taux de participation et puis clairement laisse la voie libre au RHDP qui, parmi toutes les entités en compétition, est vraiment de loin la plus grosse machine. Très bien. Alors, messieurs, selon vous, quels sont les signaux que les électeurs, ceux qui ont pu se rendre aux urnes, ont envoyé comme message à travers ce vote, selon les premières tendances? La continuité, la rupture, ou comment vous lisez ces premières tendances? Oui, moi, la première chose que j'observe, c'est la stabilité. C'est-à-dire, quand je regarde les tendances, 85%, 96%, et par rapport à ce qui s'est passé hier, lors du vote, j'ai eu l'opportunité de parcourir un peu Abidjan, et j'ai constaté que les Ivoiriens avaient fait une grande partie de leur provision. Ils ne sont pas sortis, il y a plusieurs magasins qui étaient fermés à partir de vendredi soir, samedi, tout était vraiment... Parce qu'il y avait une forme d'apocalypse qui était annoncée. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, comme le dit l'adage, n'aiment pas du bruit. Les Ivoiriens n'aiment pas là où... il y a des tensions. Il y a des tensions et les Ivoiriens n'aiment pas ça. Ils sont dans l'esprit du fair play. Et quand tout avait été annoncé, ils ont pris leur disposition pour dire qu'ils veulent la paix, ils veulent la stabilité, ils veulent que les enfants grandissent dans des conditions qu'eux-mêmes auraient choisies. Donc, comme avec les tendances, c'est la continuité qui se présente, sans oublier que c'est en même temps un message qui est donné à ces tendances-là pour dire que c'est vrai, il y a la confiance qui sera renouvelée, mais en même temps, parce que la confiance est renouvelée, prenez en compte un certain nombre de réalités. Là, c'est un autre débat qui va se jouer, mais je pense que c'est plus en termes de paix, de tranquillité que les Ivoiriens se sont prononcés. Alors, Wakili, est-ce que les tendances actuelles au lendemain de ce vote peuvent avoir une incidence sur la stratégie de l'opposition pour les prochaines échéances? Je pense notamment aux législatives du 27 décembre prochain. C'est possible, hein, à 50%, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration. On sent les partis politiques n'ont pas encore officiellement réagi. Mais il y a deux options. En vous inspirant de l'histoire politique de ce pays, notamment après 2020, où il y a eu l'élection, où il y a eu quand même quelques heurts et violences en octobre 2020. En février-mars, il y a eu la législative. Finalement, ils y ont participé. En vous appuyant sur ces exemples-là, que diriez-vous? Ce que je dirais, c'est qu'en 2020, il y avait un leader, le président Bédié, père son âme, il n'est plus. Et il y a eu un président qui venait d'être élu, Alassane Ouattara. Tous deux ont eu le souci de calmer. Ils se sont rencontrés dans un contexte plus tendu que cette année. Plus tendu, on était à une centaine de morts. Cette année, Dieu merci, les dégâts sont limités. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Donc il y a eu ça en 2020, ça a décrispé, il y a eu une phase de dialogue, et puis il y a eu les législatives en mars. Là, les législatives sont prévues en décembre.
en 2020, la date n'était pas encore fixée. Il n'y avait pas eu de décret. Cette fois-ci, il y a un décret, c'est lancé. Les candidatures démarrent dans quelques semaines. Non, dans une semaine. Voilà, le vendredi prochain. Donc, c'est lancé. Et je ne sais pas si l'opposition aura le temps de souffler, si elle aura le temps de faire une grande analyse, où elle va entrer directement dedans, ou est-ce qu'elle va continuer aussi de jouer la stratégie du chaos que d'autres jouent, en se disant non, l'élection qui s'est déroulée dimanche, c'est une distraction, n'en est pas une, il faut continuer à mettre la pression, ça ne va pas durer 5 ans, et puis il y aura un nouveau messianisme qui va annoncer la fin de tout ça dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, ils vont dire de ne pas se compromettre à aller à quoi que ce soit. Donc, peut-être, le messianisme peut continuer. Hein. Mais moi, je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter un peu et de jouer le jeu électoral. Dans le jeu électoral, les victoires ne sont pas évidentes. Les victoires, on peut penser que c'est déjà joué, il n'y a rien à gagner, c'est verrouillé, c'est bouclé. Mais moi, je continue de dire que le jeu électoral, le jeu démocratique n'est jamais définitivement verrouillé. Et il faut toujours accepter de le jouer. En le jouant, on risque à se créer des boulevards et des espaces. Et c'est toujours meilleur que toute autre forme de jeu dans un environnement politique. Notamment le jeu insurrectionnel, le jeu des coups d'État, le jeu des putschs. Ce n'est jamais bon à terme. Il faut profiter des plus petits espaces qui s'offrent dans un jeu électoral et démocratique. Et je souhaite vivement que l'opposition examine cet aspect des choses-là. D'accord. Eu égard d'ailleurs au point de vue de modération quand même exprimé par les principaux acteurs ces derniers jours-là qui ont pris des coups en prenant leur distance par rapport aux théories, aux adeptes du bloc tout radical et du chaos absolu. Parce que dit qu'on soutient certes des manifestants, mais refuser de lancer un appel à manifester, on peut penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. D'accord. M. Kane Ismaël, dans le prolongement de ce que disait M. Lafay Wakili tout à l'heure, vous, quelles recommandations vous pourriez faire pour renforcer justement la confiance entre les électeurs et les institutions, dans un climat où beaucoup d'électeurs n'ont pas confiance dans certaines institutions? Moi je pense bien que nous-mêmes à un moment donné, on se disait qu'il y avait une crise institutionnelle, c'est-à-dire on n'a pas confiance en nos institutions. Et à un moment, je me plaisais à dire que même si Dieu m'en descendait pour présider même la CEI, les Ivoiriens n'auront pas confiance. Donc c'est une question pour moi, une question peut-être d'éducation et puis de formation. Donc les partis politiques... Pour vous, il est désespéré de croire que les Ivoiriens auront un jour confiance à 100% à leurs institutions, c'est ce que vous dites? Effectivement. Non, mais ça, il faut que les militants ou bien les acteurs politiques vraiment renforcent les capacités de leurs militants pour comprendre aussi le jeu démocratique. Voilà. Et ici, il faut faire vraiment confiance à nos institutions. Il faut pas les banaliser. Si la loi dit tant, il faut qu'on s'aligne, même si on n'est pas d'accord, mais du moment que ça vient d'une institution, d'une loi, voilà, on doit vraiment ça. Parce qu'une loi même n'est pas faite pour arranger les deux parties. Forcément, il y aura toujours une partie lésée. Vous voyez, donc vraiment, c'est d'appeler vraiment les acteurs politiques vraiment à former leurs militants, voilà, à le former à respecter vraiment les institutions de la République. D'accord. Monsieur Billet, selon vous, quelle marge d'amélioration voyez-vous en tant qu'observateur pour les scrutins à venir? Oui, déjà, il faut tirer les leçons de l'élection du président de la République qui est en train donc de se jouer. Et puis, continuer à sensibiliser pour les partis politiques leurs militants, les éduquer à la démocratie, les éduquer donc à la citoyenneté, prendre des dispositions pour les prochaines échéances parce que on peut ne pas aujourd'hui avoir le gros morceau, mais avoir les petits morceaux nous permettront demain, dans 5 ans, dans 10 ans, de conquérir le pouvoir suprême. C'est à ça qu'il faut inviter donc les partis politiques. Il faut jouer maintenant la carte de la formation, il faut jouer maintenant la carte de l'éducation des masses pour que demain, dans leur comportement citoyen, ils puissent changer les donnes comme on le souhaite bien sûr, ou bien les maintenir en l'état comme on le veut. Voilà. Très bien. Alors, dans quelques instants, on retournera à la commission électorale indépendante où le porte-parole Émile Ebrotier, on peut le voir sur ces images proposées par la réalisation avec à sa tête Osso François et toute l'équipe technique de NCI, qui est prêt à donner les résultats, la suite des résultats de ce jour. Je rappelle qu'il a donné tout à l'heure pour 20 départements. On avait dit région, c'est plutôt département, tout à l'heure. Alors, messieurs, avant de rejoindre la commission électorale indépendante, monsieur Billet a dit quelque chose de très sensé. Est-ce que vous avez l'impression que les partis politiques jouent leur rôle d'éducation de leurs militants?
Parce qu'en Côte d'Ivoire, à entendre certains militants de partis politiques, je vais m'adresser tout de suite aux sociologues du politique, on a l'impression que les Ivoiriens ne sont même pas éduqués au droit à la différence. Quand on n'est pas d'accord avec X, on est le diable. Quand on ne pense pas comme lui, on doit être critiqué, malmené. Oui, puisque quand vous observez bien le parcours des différents régimes politiques qui ont dirigé la Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a des fondamentaux qui ont été posés. Quand on vous dit PDCI, c'est dans la conscience collective le parti des Baoulés. Quand on vous dit RDS, c'est dans la conscience collective le parti des nordistes. Donc c'est cette mentalité-là qui a été déployée. Et puis, quand vous vous référez à la Constitution donne l'habilitation. Vous dites quelque chose de très sensé, malheureusement, la CEI a la priorité sur nous. Émile Brotier est en place, il est prêt pour nous annoncer la suite des résultats. Je vous promets...